Bonsoir à tous, je vois que vous êtes toujours à l'heure pour une nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je ne serai pas seul puisque je vais accueillir un invité qui est un passionné de cinéma d'horreur. Il a longtemps été derrière le fanzine Vidéotopsie, il a également écrit plusieurs livres dont dernièrement Replay, son autobiographie, et peut-être que vous l'avez déjà vu au détour de certains bonus de films édités par Le Chat qui fume ou encore Uncut Movie. David Didlot, bonsoir. Bonjour Damien. On va commencer par les présentations. Peux-tu nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Alors, pour me présenter très rapidement, je suis un amateur passionné de cinéma fantastique au départ, de cinéma d'horreur. Je suis tombé dans le cinéma avec ce genre-là. Ensuite, on va dire que j'ai un petit peu creusé le chemin du cinéma bis. Tu vois, j'ai un petit peu élargi, j'ai multiplié les tiroirs, on va dire. Et donc, voilà, ma passion, oui, c'est le cinéma bis, le cinéma d'exploitation, en particulier européen, si on veut être très précis. Donc, voilà, on a créé avec un ami un fanzine, au début des années 90, et puis, donc, il s'appelle Vidéotopsie, qui a perduré donc jusqu'en 2018, voilà, 21 numéros. Et puis voilà, donc j'ai continué donc à nourrir ma passion avec des bonus DVD, comme tu le disais, des bonus Blu-ray, quelques livres. Enfin voilà, tu vois, moi je me définis comme un amateur passionné par ce type de cinéma. Alors comment commence cet amour pour le cinéma et surtout le cinéma d'épouvante? Ma passion elle est née, alors comme beaucoup, moi je suis né en 1970, tu vois, donc dans les années 80, j'étais un adolescent et évidemment comme beaucoup de cette génération-là, tout a commencé, on va dire, alors au cinéma certes, mais en particulier, surtout dans les vidéoclubs. C'est-à-dire que avec des amis, des copains de l'époque, j'étais au collège, lycée, donc on a hanté, donc si je puis dire, les vidéoclubs de notre ville, tu vois, de notre petite ville. On y a passé des après-midi entiers, à fouiller, à fouillasser, à louer, et donc à visionner ensuite les films qu'on avait pu trouver, qu'on avait pu choper. Et donc, c'est né comme ça, quoi, tu vois, ça a été une espèce de boulimie, tu vois, de cinéma, de boulimie de VHS, qui nous a fait découvrir donc quantité de films, tu vois, qui aujourd'hui, sont devenus cultes, tu vois, un petit peu d'ailleurs de manière, j'ai envie de dire parfois un peu artificielle, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, c'est les vidéoclubs qui nous ont vraiment fait entrer là-dedans, quoi, avec quelques copains, et en particulier, comme tout adolescent qui se respecte, via le cinéma d'épouvante, le cinéma d'horreur. Parce qu'une des obsessions de l'adolescence, c'est la mort, le sang, et puis le sexe également. Ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on était friands de ce type de cinéma. Et puis le cinéma proprement dit, évidemment. Alors là, je remonte à un temps plus lointain. Moi, j'ai commencé, véritablement, comme beaucoup aussi de ma génération, avec Star Wars, tu vois. Alors là, on est loin du cinéma d'horreur. Mais enfin, c'est quand même le film, je parle d'un Nouvel Espoir, donc en 1977, c'est vraiment le film qui m'a fait entrer dans le cinéma de l'imaginaire, au sens très large. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré avec les vidéoclubs. Comment pourrais-tu définir le cinéma bis et pourquoi est-il souvent associé à l'Italie? Alors, ça c'est une question piège et question compliquée, mais très intéressante. Le cinéma bis, je vais t'avouer très franchement, j'en ai pas une définition très claire et très précise. Les contours de ce qu'on appelle le cinéma bis dépendent de celui qui est amateur de ce type de cinéma. On a chacun, je pense, notre propre définition, tu vois. Alors, pour aller vite, on pourrait dire que c'est un cinéma, dont le budget est limité déjà, c'est une histoire de budget. Un cinéma populaire, qui s'adresse, on va dire, à un public populaire au sens noble du terme. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, bien au contraire, qui fait appel, si tu veux, à des motifs, à des thèmes qui sont récurrents, qui ont été exploités dans un cinéma plus mainstream, on va dire, et que le cinéma bis, s'ingénie, si tu veux, à creuser, à exploiter. C'est un cinéma d'exploitation, si tu veux. C'est un cinéma qui exploite des thèmes a priori commerciaux, faut pas se leurrer, et qui obéit à des codes, très précis, très particuliers. C'est un cinéma codé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, c'est le chemin de traverse. C'est-à-dire que dans un moule codé,
certains réalisateurs, comment dire, spécialisés cinéma bis, si on peut dire, eh ben, vont proposer parfois, comment dire, des choses un peu originales, hein, vont s'écarter du code, hein, et c'est là que ça donne des choses très intéressantes. Voilà. Alors pourquoi l'Italie? Alors, il n'y a pas que l'Italie, en fait, hein, si tu veux. Moi, je suis un amateur de cinéma italien, de cinéma bis européen, même plus largement, et en particulier italien. Mais l'Italie, parce que, beaucoup de réalisateurs, si tu veux, alors dès les années 60, hein, même avant, 50, 60 et 70 en particulier, ont exploité, si tu veux, avait une industrie qui permettait d'exploiter les grands succès populaires américains, les grands succès populaires au box-office, si tu veux. Et c'est vrai que l'Italie, s'est montré particulièrement prolixe, on va dire, dans ce domaine-là. Voilà. Hein, et puis c'est un pays. Alors si tu veux, c'est une cinématographie qui va assez loin, qui n'hésite pas, si tu veux, qui rue dans les brancards. C'est peut-être cette tradition catholique, si tu veux, de la transgression, tu vois, de la transgression, du péché, entre guillemets, et qui fait aller les cinéastes très très loin, souvent, voilà, plus loin, souvent, que le cinéma américain. Et moi, c'est ce qui me plaît. Alors, c'est parfois bricolé, c'est parfois mal foutu, c'est parfois, on sent que le budget est bas, si tu veux, mais voilà, il y a l'idée, il y a le fragment dans le film, si tu veux, qui sauve le tout, j'ai envie de te dire. Il y a l'extrait qui va sauver l'entièreté du film, voilà, et on trouve toujours quelque chose. Voilà. Et moi, c'est ce qui me fascine dans ce cinéma, quoi, latin. Parmi ces films italiens, il y en a un qui semble t'avoir beaucoup marqué, c'est Virus Cannibale de Bruno Mattei, à qui tu as d'ailleurs consacré un livre entier. Pourquoi ce film et pourquoi ce réalisateur? Alors, ce film, alors justement, ça correspond parfaitement, ça pourrait illustrer, je pense, ce que je viens de te dire, si tu veux. Alors, c'est un film tout à fait bancal, hein, tout à fait mal réalisé, et selon les critères objectifs, hein, tu vois, de la cinéphilie, selon les mathématiciens, j'ai envie de te dire, du cinéma. Ça rentre pas dans le, voilà, hein, en abscisse et en ordonnée, ça c'est clair. Mais voilà, il se dégage de ce film-là, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça à l'époque, aujourd'hui j'ai pris évidemment un peu plus de distance, il se dégage, si tu veux, de ce film, une espèce de folie, une espèce de liberté absolue, si tu veux. On a l'impression que le réalisateur, le scénariste et compagnie sont totalement en roue libre, tu vois. Hein, voilà, et donc il y a une certaine poésie, j'ai envie de te dire, poésie du mal foutu, tu vois. Alors attention, hein, que je ne confonds pas avec la nanardie, tu sais, qui est très à la mode, de nanar et compagnie. Non, moi je ris pas du film, hein, je ris avec le film, tu vois, je ris avec les réalisateurs. Et donc si tu veux, il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de naïf. On revient à une espèce d'art primitif, si tu veux, d'art premier, j'ai envie de te dire, du cinéma, hein, le cinématographe des fêtes foraines, tu vois, alors bricolé, hein, mal foutu, mal branlé, mais qui touche le public, quoi. Et donc, dans ce film-là, qui est fait de briquet de broc, hein, de stock shot piqué ici, piqué là-bas, je veux dire, on a abouti à une espèce de puzzle absolument improbable, très sanglant, très osé, très malsain parfois même, et qui, ressemblerait presque à une espèce de digest, si tu veux, des genres à la mode à l'époque, c'est-à-dire le tout début des années 80. Tu vas trouver une imagerie de la cannibalerie, j'ai envie de te dire italienne. Tu vas trouver les zombies, forcément. Tu vas trouver une petite dose d'érotisme. Tu vas trouver une grosse pincée de mondo-film. Tu sais, ces films, ces reportages bidonnés, etc. Hein. Voilà. Tu vas trouver tout ça en un seul film. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait largement touché, ça m'avait largement fasciné. J'ai donc creusé, si tu veux, la cinématographie de ce réalisateur, la filmographie de ce réalisateur, et j'ai trouvé des perles, bien évidemment, hein, jusqu'à effectivement, en 2016, sortir un livre chez Artus Film consacré à ce réalisateur qui, évidemment, est totalement raillé, hein, voilà, par le cinéphile bien mis, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors je t'ai connu grâce à ta présentation du film L'Au-delà de Lucio Fulci, et j'ai adoré ta façon d'aborder le film. J'ai eu le sentiment que pour toi le contexte et le réalisateur étaient bien plus importants que l'histoire du film en elle-même. Bah écoute, c'est gentil. Moi, c'est très sympathique. Puis effectivement, c'est ce que j'essaye de faire, si tu veux, quand j'essaie de présenter un film, quand je présente un film pour un bonus ou pour une soirée cinéma, effectivement. Hein, c'était une soirée organisée, je crois, c'était à Besançon, hein, dans le cadre d'une soirée. Bon. Oui, j'essaie de replacer dans le contexte, comme tu le dis, le film, tu vois.
J'essaie, hein, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours réussi probablement, mais j'essaie, si tu veux, de faire sentir au spectateur, qui est présent devant sa télé ou dans une salle de cinéma, le parfum d'une époque. Tu vois, j'ai envie de te dire. Et donc, je sors forcément du film, tu vois, je vais pas... en plus, les gens ne l'ont pas vu à ce moment-là, ou en tout cas, beaucoup ne l'ont pas vu, donc on va pas spoiler, comme on dit aujourd'hui. J'essaie surtout de faire sentir le parfum d'une époque, la personnalité, si je le peux, d'un homme, tu vois, d'un auteur, d'un réalisateur, hein, voilà. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, si tu veux, plus peut-être, comme tu le dis, l'objet film proprement dit. Voilà, tu vois, tout ce qu'il y a autour. Moi, ça m'intéresse. C'est une époque, un film, hein, tu vois. Tu ne peux pas tu ne peux pas le sortir comme ça de son contexte spatio-temporel, tu vois. Bon voilà, il est inscrit dans une époque. Hein. Moi, je déteste la critique structuraliste qui prend un film en film, qui oublie son auteur, qui oublie son époque, son contexte, pour ne s'intéresser qu'à l'objet film. Ça, j'y crois absolument pas, tu vois, que ce soit en littérature ou en cinéma. Donc, j'essaie, si tu veux, de replacer le film dans son contexte. Ouais, effectivement. Après avoir longtemps tenu Vidéotopsie, ce fanzine sur le cinéma d'épouvante, tu as écrit ta propre autobiographie, Replay. Quelle a été ton inspiration pour ce livre ? Alors écoute, ça c'est un petit peu, oui, c'est sorti donc en 2018, hein, c'est sorti si je ne m'abuse, en mars 2018. Alors écoute, c'est très simple, hein, j'avais mis fin donc au fanzine, hein, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'était en 2017 d'ailleurs, hein, voilà 2017, j'avais mis fin au fanzine l'été donc précédent, hein, et si tu veux, j'ai eu envie alors de mettre un point final entre guillemets à toute cette aventure du fanzine, donc de Vidéotopsie. Et j'ai replongé donc dans mes souvenirs et j'ai essayé de revenir, si tu veux, à la source de ce qui m'avait c'est un petit peu les questions que tu me poses, tu vois, c'est-à-dire revenir à la source. Pourquoi je m'étais lancé là-dedans ? Qu'est-ce qui m'avait tant fasciné dans ce cinéma ? Et j'ai essayé de retracer l'itinéraire, si tu veux, à la fois personnel, à la fois familial, tu vois, et cinématographique, de ma vie, tout bêtement, tu vois. Et donc, je suis remonté à la source, j'ai essayé de voir tous les événements qui avaient pu, si tu veux, me marquer, qui avaient pu mener à ça, et donc je me suis mis à écrire. Ça a été très très vite, hein, si tu veux. J'ai sorti ça, j'ai écrit le livre en 2 mois, tu vois, hein, en quelques semaines, tu vois. Je m'y suis mis tout l'été, tu vois. Il était prêt en septembre, on va dire. Bon, après il y a la maquette, il y a tout ça, hein, évidemment, voilà, qui prend évidemment du temps, mais c'est sorti comme une espèce de cri. Tu vois, c'est sorti vraiment d'un trait, hein, et voilà, je voulais raconter un petit peu tout ce qui précédait la genèse, si tu veux, de toute cette aventure du fanzine et puis de mes activités cinéma, tu vois. Mais en intégrant aussi des éléments de ma vie privée, hein, tu vois, des éléments de ma vie personnelle, parce que je pense, si tu veux, que tout fait système, tu vois. Voilà, tout est lié, tu vois, selon moi, tu vois. Et donc, voilà, je voulais pas oublier non plus cet aspect-là de mon existence. D'ailleurs, en relisant ce livre, j'ai eu le sentiment qu'on avait perdu quelque chose. Aujourd'hui, avec Netflix et cet accès immédiat à des centaines, voire des milliers de films, est-ce qu'on n'a pas un petit peu perdu le goût du cinéma, le plaisir de regarder des films ? Ouais, écoute, alors bon, ça c'est, oui, bon, moi tu sais, je suis enseignant, hein, dans le civil, tu vois, si j'ose dire. Bon, donc je suis au collège, hein, je suis prof de français et de latin, et donc si tu veux, je vois tous les jours devant moi des gamins, quoi, tu vois, des jeunes, bon, hein, des pré-ados et ados, bon. Et si tu veux, il m'arrive, hein, tu vois, de sortir un peu du cours et de discuter un petit peu avec eux, bien sûr, de voir un petit peu leurs réflexes et leur consommation culturelle, entre guillemets. Et ce que tu dis, effectivement, est assez, pas inquiétant, parce que je veux pas non plus utiliser des grands mots, mais effectivement, il y a un changement. Ça, il y a un changement. J'ai envie de te dire que la quantité a pris le dessus, si tu veux, sur la qualité, entre guillemets, tu vois, sans vouloir pas être réactionnaire, tu vois, sans vouloir, encore une fois, faire le vieux con. J'ai l'impression que ce qui compte pour la génération, c'est d'avoir plutôt que de voir, tu vois. Et c'est-à-dire que moi, ils ont des films, les gosses, là, tu vois, que j'ai devant moi, dans leur clé USB ou sur leur disque dur, que j'ai même pas vu, quoi. Tu vois, dont je ne soupçonnais même pas la possibilité de les avoir. Voilà. Et ils les ont avant moi. Mais alors, je leur demande, mais tu les as vus? T'as regardé? Ah non, mais je l'ai. Tu vois, la réponse, c'est je l'ai. Voilà. Tu vois. Et donc, si tu veux, comme tu dis, il y a une espèce d'immédiateté, il y a une offre considérable, à laquelle on n'aurait jamais rêvé. Tu vois. Alors, moi, je suis très partagé là-dessus. Je vais pas cracher dans la soupe. Tu vois, parce qu'il y a des films, tu vois, dont on entendait parler à l'époque, hein, je te parle des années 80,
je me disais, on les verra jamais, tu vois, je les verrai jamais. Ça faisait rêver, ça faisait baver, tu vois. Aujourd'hui, on les a facilement via des plateformes, via, bon, hein, je vais pas dire dessin, téléchargement, etc. Et donc, si tu veux, je suis assez partagé. Il y a une poésie, si tu veux, de l'impossible qui a disparu, tu vois. Et il y a effectivement la possibilité aujourd'hui de tout voir, tu vois. Donc, je suis assez partagé, tu vois. Je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai pu voir des films dont les titres me faisaient rêver, tu vois, grâce à ces nouveaux médias, cette nouvelle voilà, manière de consommer. Et en même temps, ça tue un peu le mystère, si tu veux. C'est vrai que bon, on consomme, et on s'arrête plus tellement sur les objets qu'on a consommés. Voilà, tu vois, je suis assez partagé là-dessus. Ouais. Que penses-tu du cinéma d'épouvante d'aujourd'hui? Je pense par exemple à Conjuring ou Annabelle de James Wan, ou encore aux remakes comme dernièrement Ça ou Cimetière. Je vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Moi par exemple, j'aime bien James Wan. Tu vois, c'est un réalisateur que j'aime bien. Je trouve que bon, c'est un technicien hors pair. Je trouve qu'il a une vision de l'espace absolument incroyable. Tu vois, bon, ses films sont toujours bien, enfin en tout cas à mes yeux, hein, sont toujours extrêmement bien faits, extrêmement bien filmés. Tu vois, c'est vraiment, il connaît tous les codes de la peur et on sent, si tu veux, que c'est un vrai amateur, quoi. Tu vois, de ce genre-là. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression. Voilà. Hein. Donc, je vais pas cracher dans la soupe. Ce que je peux, enfin. Ce qui m'embête un peu, si tu veux, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est du 50-50. Je suis content de retrouver, si tu veux, le parfum, tu vois, des années 70 dans son cinéma, tu vois, ou même des années 80. Je te fais pas un dessin, mais bon, tous ces films de maison hantée, de possession, tu vois, bon, Amityville et compagnie, tu vois, on sent que ça l'a marqué, on sent qu'il veut jouer là-dessus. Bon, ça c'est évident. Je suis content, j'y retrouve quelque chose, bien évidemment, je retrouve un petit peu de mon passé, tu vois, et de mes premiers émois cinéphiliques, mais je me dis, mais bon sang, vont-ils inventer une nouvelle mythologie? Vont-ils enfin faire preuve d'un peu d'imagination, au lieu de jouer toujours sur les mêmes codes? Alors je sais bien que le cinéma fantastique tourne toujours autour des mêmes choses. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. C'est vrai, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans du 2.0 parfois. C'est-à-dire que bon, voilà, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Et on joue dessus, on tourne autour, on utilise les mêmes codes, on fait des clins d'œil aux spectateurs, tu vois. Voilà, on joue sur sa corde nostalgique, tu vois, sur la fibre nostalgique du spectateur. C'est bien, je vais pas m'en plaindre, c'est mon époque, tu vois. Mais en même temps, je trouve que ça manque un peu, si tu veux, de nouveauté, quoi. Que ça manque un peu d'originalité. Hein, là, je te livre vraiment un sentiment de spectateur lambda, tu vois. Voilà, c'est ça que je reproche un petit peu. Quant au remake de Cimetière, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, alors là, pour moi, c'est une catastrophe. Là, pour le coup, c'est une catastrophe. Là, tu vois, bon, autant j'aime James Wan, tu vois, autant j'aime beaucoup les Conjuring, tu vois, bon, voilà. Autant là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était catastrophique, tu vois. Bon, la fin, enfin, toutes les dernières séquences, si tu veux, bon, ça s'énerve un peu, quoi, tu vois. Alors là, on retombe, mais alors, dans tous les travers, les clichés, si tu veux, de l'horreur contemporaine, tu vois, jumpscare, compagnie, qui sont aux antipodes, mais pour le coup, du bouquin de Spielberg, de Stephen King, et voilà, et du film de Marie Lambert, tu vois. Alors là, pour le coup, là, le début était pas trop mal, tu vois. Et alors, au moment où ça démarre vraiment, au moment où le gamin revient, etc. Alors là, c'était la gamine plutôt revient. Là, pour le coup, c'était parti en sucette. C'est parti en sucette. Enfin, vraiment, là, tu vois, pour le coup, je me suis dit, oh, quelle catastrophe. Quels sont les films qui t'ont vraiment effrayé? Et y a-t-il des films qui, avec le temps, t'effraient encore plus ou ont pris une tournure différente dans ton esprit? Alors, je vais pas être original pour le coup, tu vois, parce que bon, mais je vais parler de gros titres, tu vois, bon voilà. Mais il y a un film, si tu veux, qui, plus je le vois, plus me fait peur, pour le coup, tu vois, c'est L'Exorciste. Pas la version de 2000, hein, tu vois, je te parle de la version originale du film. Hein. Voilà, hein, pas celle avec les images subliminales là, qui avaient été ajoutées après, hein, tu sais, en 2000, je crois, il était. Donc, je disais, oui, c'est un film qui me fait de plus en plus peur, parce que si tu veux, comment t'expliquer ça? Quand tu es parent, tu vois, quand tu es père, en l'occurrence, si tu veux, tu perçois, comment dire, dans le film, si tu veux, des choses qui t'échappaient adolescent, si tu veux, et qui vraiment te terrifient quand tu deviens plus adulte, tu vois. Genre, l'enfant qui échappe à ses parents, tu vois. Ça, si tu veux, l'enfant dont le comportement échappe complètement à ses parents. Les parents sont complètement, comment dire, ne peuvent plus rien faire, tu vois. L'enfant semble totalement autonome et t'as plus de prise sur lui. Et ça, si tu veux, c'est un truc, moi, qui m'effraie,
tu vois, qui dans l'Exorciste est particulièrement bien illustré, tu vois. Voilà, au-delà de la possession, au-delà de la diablerie, tu vois. Je pense que c'est un film sur la famille, tu vois, sur le délitement de la famille, tu vois. Dans le film, le père n'est pas là, la mère élève toute seule sa gamine, en plus elle n'est pas toujours là non plus parce qu'elle est actrice. Enfin bref, c'est une espèce de film sur le délitement, le crack. Tout craque dans le film, tu vois. La cellule familiale explose, tu vois. Voilà, ça me fait peur. Tu vois, ça me fait peur. Au-delà de la diablerie, tu vois. Et en fait, plus tu grandis, plus tu deviens mature en quelque sorte, plus en fait tu es sensible à ce genre de choses. Tu vois, dans le film qui t'avait échappé quand tu étais adolescent, où tu t'intéressais uniquement à la tête qui tourne, tu vois, à ce genre de choses. Voilà, ça me fait peur. Tu vois, voilà. L'Exorciste est un film qui me fait de plus en plus peur, entre guillemets, tu vois. Voilà. L'emprise. Tu sais, comment dire, avec ce cas de possession, tu sais, de fantômes qui violent, tu sais, la nana, voilà, qui vient de ressortir d'ailleurs en Blu-ray, je crois, hein, l'emprise. Alors ça, c'est pareil, c'est un film qui vraiment, tu vois, plus je le vois, plus il me fait peur. Tu vois, véritablement, tu vois, la mise en scène est terrible, bon, le côté très quotidien, tu vois, du cadre. Et puis ce fantôme comme ça qui vient violer la fille de manière très brutale avec une bande son terrifiante, ça me fait peur aussi, tu vois. Voilà. Et puis bien évidemment, alors ça me fait pas plus peur, mais ça m'a toujours fait peur. Amityville, hein, comme j'en ai beaucoup parlé, tu vois. Voilà, ça m'avait terrifié à l'époque, tu vois. Moins maintenant, bien évidemment, tu vois. Mais à l'époque, ouais, je brillais pas, quoi, tu vois. Ça m'avait fait très très peur. Alors tu as aujourd'hui un nouveau projet de livre qui s'intitule Le monstre de Florence, autopsie d'un mythe criminel. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Alors écoute, c'est très très simple. C'était cet été, on était chez des copains, enfin j'étais chez des copains, tu vois, voilà, et puis on s'est mis à parler cinéma, tu vois, on s'est mis à parler aussi voyage, bon, et on en est venu à la ville de Florence. Hein, qui en Italie donc, hein, qui est vraiment la ville où je voudrais vivre moi, tu vois, où d'ailleurs on fait les démarches pour en ce moment. Donc voilà, c'est là où je veux vraiment terminer mes jours entre guillemets, tu vois, vivre ma retraite tranquillement. Et on parlait Florence, un copain me dit oh là là, je rêve d'y aller, enfin c'est une ville qui m'a l'air magnifique et tout. Et on en vient à parler d'Hannibal, tu sais, le film de Ridley Scott, dont une grosse partie se situe donc à Florence. Et on s'extasie, tu vois, sur les qualités visuelles du film, sur la photographie, enfin le décor. Ridley Scott, c'est comme ça. Hein. Et donc voilà, on s'emballe. Et puis je mets ça en parallèle dans ma tête avec les affaires de serial killer, Hannibal, quoi, tu vois. Et me revient à l'esprit, si tu veux, mais de manière très floue, l'histoire du monstre de Florence. Ce serial killer italien, en tout cas a priori, hein, qui a tué, tu vois, aux alentours de Florence, hein, entre la fin des années 60 et le milieu des années 80, des couples, tu vois, un petit peu à la manière du Zodiac, tu vois, ou de David Berkowitz, hein, pour ceux que ça intéresse, les serial killers, et qu'on n'a jamais chopé. Tu vois, en tout cas, on a chopé plusieurs suspects, on va dire, mais en tout cas, rien n'est sûr. Tu vois, rien n'est sûr. Un peu à la Jack l'Éventreur, en quelque sorte, tu vois. Et ça commence à me fasciner, quoi. Je me dis, mais attends, il y a un truc à faire, là. Les rapports entre le cinéma, si tu veux, enfin le cinéma, la culture populaire, on va dire plus généralement, et cette affaire du monstre de Florence. Ça a été fait sur Jack l'Éventreur plusieurs fois, ça a été fait sur Charles Manson, enfin, tu vois, sur des grands tueurs en série. Bon, et sur le monstre de Florence, en France en tout cas, pas grand-chose, tu vois. Même pratiquement rien, tu vois, sur l'exploitation culturelle de cette affaire. Et là, je me dis, il y a un truc à creuser. En plus, l'affaire est à l'intersection de tout ce qui me plaît, c'est-à-dire l'Italie, tu vois, Florence, la ville, la plus belle ville du monde à mes yeux. Enfin, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Les tueurs en série, les affaires criminelles, et puis le giallo. Forcément, le giallo, tu vois, le thriller à l'italienne, quoi, tu vois, et le cinéma, donc, des années 80, des années 70 en Italie. Donc là, je me dis, mais attends, faut faire quelque chose. Bon, et donc, si tu veux, je suis parti, en un mois, j'avais fini. En un mois, j'ai écrit le truc, tu vois. Un ami à moi, hein, le boss, entre guillemets, de Black Lagoon Fanzine, tu dois connaître Black Lagoon, un excellent fanzine qui fait aussi des maquettes, tu vois, donc qui s'appelle Riggs Mordo, hein, qui a Toxic Crypt en site, me propose donc très gentiment de le mettre en page, de le maqueter, hein, tu vois, donc ni une ni deux, en 15 jours c'était plié, et donc en un mois et demi, si tu veux, montre en main, on avait notre monstre de Florence. Alors attention,
c'est pas un livre, hein, c'est un fanzine, tu vois, c'est format fanzine, c'est pas très épais, hein, il fait 68 pages, tu vois, bon, voilà, hein, c'est pas non plus une somme, tu vois, mais en tout cas, bon, c'est un petit fanzine, tu vois, qui me tenait à cœur à un moment de faire, tu vois, c'est sorti là encore une fois comme un cri, tu vois, je me suis plongé là-dedans, j'ai pas relevé la tête, et donc voilà, ça sort bientôt, quoi, ça sort début novembre normalement. Maintenant, une question sûrement un peu difficile, mais si tu ne pouvais choisir qu'un seul film, quel serait ton film favori? Oh là là, question, question très très compliquée. Allez, je vais me lancer. Bon, j'en ai évidemment des dizaines que j'adore, hein, dont je pourrais pas vraiment me séparer, que je regarde d'ailleurs assez régulièrement. Allez, je t'en cite un. Ouais, je pense que c'est peut-être celui-là que j'emporterais sur une île déserte, hein, si j'avais le choix d'un film. Suspiria. Suspiria de Dario Argento. Ouais, je pense que si tu veux, pour moi, c'est l'acmé atteinte. Tu vois, c'est le fait, si tu veux, le sommet, si tu veux, de tout ce qui me fait peur, de tout ce qui me fascine. Bon, c'est un opéra, hein, ce film, hein, si tu veux. C'est une espèce d'opéra sonore, comment photographique. C'est un conte de fées pour adultes. Enfin, tout a été dit sur le film. Hein, je vais pas m'étendre. Mais si tu veux, voilà, ça fait appel à des choses qui moi, m'effraient, tu vois, bon, véritablement, tu vois, prisonnier dans un lieu clos, enfin bon, des gens qui ne sont pas ce qu'ils paraissent être, enfin bon, si tu veux, ça, c'est presque un film psychanalytique pour moi, quoi, tu vois, je pense que ça fait appel à des terreurs enfouies, et puis la Maestria d'Argento, tu vois, je pense que c'est des films, ça, qui ne se font qu'une fois, quoi, tu vois, voilà, je pense même, je sais même pas s'il avait comment dire, s'il avait la conscience de ce qu'il était en train de faire, tu vois, à ce moment-là, voilà, c'est une alchimie, ça a pris, et voilà, ouais, c'est peut-être mon film préféré. D'ailleurs, à ce sujet, as-tu vu le remake de Suspiria? Alors écoute, je l'ai vu, bien évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, tu vois. Bon, alors c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Comment dire, le réalisateur, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y a des scènes très intéressantes, tu vois. Faut pas non plus, faut tout jeter, tu vois. Ce serait bête. Notamment cette séquence où la nana se casse, tu sais, dans ses cassés là comme ça, c'est une des scènes les pires que j'ai pu voir ces derniers temps, tu vois. Là pour le coup, c'est choquant, tu vois, c'est choquant, mais véritablement. Bon, et donc, bon, bravo, quoi, tu vois, bravo. Et puis visuellement, il y a des belles choses aussi, tu vois, c'est pas vain comme film. Mais j'y suis allé avec, si tu veux, devant les yeux, le film d'Argento, et là, pour le coup, c'était raté, quoi. Tu vois, j'ai évidemment pas retrouvé, bon, ce qu'il y avait chez Argento. Mais bon, à la limite, le réalisateur s'en est écarté. Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? À la limite, il était vain d'essayer de refaire ce que faisait Argento, de toute façon. Donc voilà, j'ai pas trop aimé, je t'avoue, j'ai même pas aimé, mais je dis pas que c'est de la merde, tu vois, je dis pas que c'est nul, voilà. C'est maintenant terminé. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette interview. Parle, ouais, c'est rien du tout. À bientôt alors. Allez, salut Damien, salut. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de minuit.